Mesdames et messieurs, bonjour. La une, le brassard noir dénonce les agissements de la communauté internationale. Selon ses membres, la communauté internationale veut dicter la conduite de la transition au peuple burkinabé. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse ce matin, le point dans un instant. La route tue et on ne le dira jamais assez. Face à l'augmentation des accidents, nous nous sommes intéressés aux causes, voire les conséquences et les chiffres des accidents. Les détails sous peu. Avoir un logement décent et les conditions y afférentes n'est pas une effectivité au Burkina. En témoignent les conditions sanitaires déplorables d'un bon nombre de bidonvilles poussant comme des champignons. Bienvenue au 13h de Burkina Info. Dans l'actualité de ce jour, une attaque terroriste a eu lieu dans la région du Sahel. Un groupe armé a attaqué le poste de gendarmerie et le domicile du commandant de brigade d'Oursi à 45 km de Gorom Gorom, province de Loudalan. Et ce, dans la nuit du 23 au lundi 24 août. Le bilan provisoire fait état de 2 blessés, dont l'élément de garde et la fille du commandant de brigade. Les blessés sont en train d'être évacués sur la capitale Ouagadougou au vu de la gravité des blessures. Information qui a été confirmée par la gendarmerie nationale. Et au Mali, pays voisin qui fait face à plusieurs attaques meurtrières, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA a annoncé suspendre sa participation au comité de suivi de l'accord de paix. Selon BBC, Sidima Brahim Oul Sidati, représentant de la CMA, a indiqué que la coordination se retire du processus jusqu'à ce que les groupes pro-gouvernementaux quittent la ville d'Anéfis. En rappel, l'accord d'Alger avait été signé par le gouvernement et les rebelles et avait pour but de mettre fin au conflit au nord du Mali. Roch Compaoré, le grand chancelier des ordres burkinabés, a été reçu ce matin en audience au Conseil national de la transition. Hassan Nakro. Le grand chancelier des ordres burkinabés au Conseil national de la transition, le colonel à la retraite André Roch Compaoré, est allé, dit-il, prendre des conseils auprès du président du Conseil national de la transition, Chérif Sy. Et puis échanger sur un certain nombre de problèmes et demander aussi leur soutien dans le cadre de mes responsabilités. Et j'ai profité aussi de l'occasion pour présenter mes proches collaborateurs. Nous avons reçu de bons conseils, puis le président a attiré notre attention sur certains faits sur lesquels nous devons accorder une grande importance. Et nous lui sommes très reconnaissants. Du drapeau, par exemple, voilà, qui doit être respecté au niveau de la nation. Au cours de la visite, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de la chancellerie, notamment la question de la décoration des douaniers. On a parlé de décoration parce que effectivement le président a souligné un fait que, par exemple, les décorations, la douane prélève une certaine somme et que ce n'est pas normal. Donc on a dit qu'on compte sur son soutien pour en parler aux autorités supérieures, au Premier ministre et autres, qu'on trouve une solution. Effectivement, notre objectif est atteint. C'est ce genre de conseil que nous demandons parce qu'on ne perçoit pas tous les problèmes. Mais avec les présidents des autres institutions, chacun soulève un problème et on essaie de trouver ensemble la solution. Voilà. Donc c'est un de nos objectifs. Nommé par décret présidentiel le 19 juillet 2015, André Roch Compaoré remplace à ce poste Mamadou Djerma. Il a été officiellement installé le 6 août 2015. Conduite de la transition, comme je vous le disais en titre, le brassard noir a tenu une conférence de presse ce matin. Objectif, dénoncer le silence de la communauté internationale face à la situation politique burkinabé. Max Gombré. Attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation politique du Burkina Faso, c'est entre autres l'objectif visé par le mouvement Brassard Noir à travers ce point de presse. Pour eux, vu l'urgence du moment, marquée par les candidatures contestées, les tractations politiques autour du nouveau code électoral du 7 avril 2015, la communauté internationale doit lever le ton. La sortie médiatique visait à attirer l'attention de la communauté internationale surtout, l'opinion nationale et surtout la communauté internationale, que leur silence peut nous porter un coup fatal. Et on ne les entend pas. On les attend pas. Pourtant, nous sommes à un moment très très crucial de notre vie politique. Nous aurions aimé que la communauté internationale, qui était prompte à venir à chaque fois discuter avec nous pendant la crise, pendant l'élaboration de notre charte, que cette même communauté internationale réagisse
ouvre un œil pour voir ce qui se passe, parce que nous sommes en train d'aller aux élections. Aussi, ce mouvement se réjouit de l'avancée de certains dossiers pendants sous le régime déchu de Blaise Compaoré et félicite la Haute Cour de justice au passage. Le message que nous voulons, c'est qu'actuellement, nous osons faire confiance à notre justice avec les nouvelles institutions de la transition. Nous osons faire confiance à notre justice et vous voyez le travail formidable que la Haute Cour de justice est en train d'abattre. S'il y avait ce phénomène depuis les 27 ans, on n'en serait pas là. Pour les crimes de sang et les crimes économiques, on n'en serait pas là. Hein? Vous voyez, la preuve en est que cette cour a été créée depuis 1987, qui n'a jamais fonctionné. Le mouvement Brassard Noir dit mettre sa confiance dans la sagesse des juges constitutionnels et rassure qu'une décision contraire aux attentes du peuple sera confrontée à une réaction républicaine. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant organise un sitting devant le siège du CDP le 27 août prochain. Cette manifestation a pour but d'exiger d'Edi Kombouego, le président du CDP, des explications claires et précises sur ses déclarations aux velléités putschistes. A noter que le mouvement avait projeté un sitting le 20 août dernier, mais s'était ravisé au motif que le président du CDP avait promis faire des précisions sur ses déclarations tenues le 13 août dernier lors d'une conférence de presse. Société à présent, les habitants de Kalgondin, depuis l'existence de l'aéroport international de Ouagadougou à leur porte, subissent des nuisances sonores à chaque départ et arrivée d'avion. Aujourd'hui, la grande question que l'on se pose, c'est comment se fait cette cohabitation. Ibrahim Sadou. L'aéroport international de Ouagadougou, situé dans le quartier Kalgondé, est en plein cœur de la capitale. Vivre à côté de cet aéroport, c'est un véritable cauchemar pour les riverains de ce quartier. Tous les jours, chaque décollage et atterrissage est un calvaire pour ses habitants. Très sincèrement, c'est difficile à vivre à côté d'un aéroport, surtout quand c'est un plein centre-ville comme ça, avec tous les risques, personne n'ignore. Aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage. Alors avec les crashs d'avion qu'on attend partout, la crainte est vraiment énorme. Pratiquement tous les 20 minutes, il y a décollage ou atterrissage. Quand vous êtes en communication, alors que ça coïncide avec l'arrivée et l'atterrissage ou le décollage d'un avion, vous êtes obligé d'interrompre. Vraiment, on a un peu de difficultés par rapport à l'atterrissage de l'avion. Il y a trop de bruit quand l'avion atterrit ou ça va décoller comme ça. Non loin de l'aéroport se situe l'école primaire de Kalgondin. Pour cette enseignante, ce n'est pas du tout facile pendant l'année scolaire. C'est le décollage, c'est l'atterrissage des avions. Et pendant l'année scolaire, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et le plus souvent, nous sommes obligés de suspendre les cours. On a un cours de 30 minutes. Il faut attendre 5 minutes, 6 minutes que l'avion atterrisse, qu'il décolle vraiment. Ce sont des pertes de temps inutiles quand même. On se demande, comme on est à côté comme ça, en cas de cas, est-ce qu'on ne peut pas être victime? Voilà, on se pose beaucoup de questions. Pour ces habitants, leur souhait est que l'aéroport de Donsin soit enfin une réalité. Bon, on n'a pas le choix, puisque ça nous dérange, mais on n'a pas le choix, comme on habite à côté. C'est un lieu aussi où on travaille. On ne peut pas se déplacer à cause du bruit. Mais notre souhait seulement que si on peut faire quelque chose pour nous, quoi. Les gens, on parle de trucs, qu'il y aura l'aménagement de l'aéroport de Donsin. Si ça arrivait, ça allait nous soulager, quoi. D'ici là, si Donsin devient fonctionnel, ça va nous arranger beaucoup. Voilà. Notons que l'aéroport international de Ouagadougou ne répond pas aux normes internationales, vu qu'il est situé au milieu des habitations. Espérons que l'aéroport de Donsin, tant attendu, voit le jour au grand bonheur de la population. Autre fait de société, rester en ville n'est pas aisé pour tous au Burkina. Ce au vu du prix galopant des loyers des maisons dites de location. À ce propos, le mouvement de solidarité pour le droit au logement, MSP Drôle, et membre du réseau Novox, appelle à l'uniformisation des prix sur tout le territoire national. Quels sont les rapports entre les bailleurs et les locataires? C'est un reportage signé d'Oumadiegel Rodrigue.
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, compte à peu près 1 500 000 habitants pour une population totale d'environ 15 millions d'habitants. Cette augmentation démographique va de pair avec l'accroissement de la demande en logement. Mais comment obtenir une maison à Ouagadougou? J'ai des amis dans le quartier, c'est eux qui ont trouvé la maison et il y a eu un bail verbal avec le propriétaire. C'est un accord verbal, on a versé un certain montant de caution, un autre au titre d'avance. Depuis lors, tout se passe bien. Le célibataire est géré par une société immobilière. Donc j'ai eu à approcher ceux qui gèrent et puis bon, j'ai eu à signer un contrat de bail. Donc bon, il y a des clauses qui étaient bien établies et comme ça m'arrangeait, bon, j'ai eu à signer. Ceux qui ont eu la chance d'avoir un logement sont confrontés à certains problèmes tels que l'hygiène et le coût élevé des loyers. Donc, pratiquement ici, c'est 22 500 la location. 22 500 le mois. Il y a des augmentations intempestives, voilà. Du jour au lendemain, on augmente les prix. Bon, au niveau de cette maison-là, nous payons 25 000 francs le mois. Voilà, c'est chambre, salon, c'est plafonné, voilà. Mais il n'y a pas de douche interne, les douches sont à l'extérieur. La location de la cour, les champs, c'est mais et puis les douches aussi sont sales, comme ça. Donc, chaque jour, il y a trop de palaves dans eux avec les choses. Le professeur de la cour, quoi. Donc, nous, on ne comprend pas. C'est que nous, on veut on n'est qu'à diminuer les salaires de cours. L'assainissement n'est pas total. Et puis pendant la saison pluvieuse, il y a des cours où on a des difficultés à rentrer à cause de la boue. Et aussi, la majorité des cours, en tout cas, n'ont pas de cuisine. Ce monsieur, lui, par contre, apprécie favorablement l'état de la maison qu'il occupe depuis 6 ans, ainsi que le prix de son loyer. Oui, c'est une très bonne maison par rapport à certaines maisons que je vois dans la ville. C'est une très bonne maison, j'essaie d'entretenir au mieux aussi. Je pense que par rapport à ce qui se fait actuellement dans la zone, hier, je discutais avec quelqu'un qui m'a dit qu'une maison du même standing fait entre 100 et 125 000 dans le quartier. Bon, moi, j'ai ça à moins que ça, sincèrement, à moins que ça. Donc, je pense que c'est bon. Pour pallier les difficultés liées à l'accès à un logement décent, Seydou Traoré, défenseur du droit au logement pour tous, invite les autorités à prendre ces problèmes à bras le corps. Je pense quand même qu'on devait asseoir une politique cohérente pour réglementer quand même les loyers, pour permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens, et la majeure partie de la jeunesse qui se plaint aujourd'hui, en tout cas que l'État ne regarde pas, ne voit pas leur situation, comment ceux-là qui sont dans l'informel, ceux-là qui sont des fonctionnaires moyens, qu'ils puissent vivre décemment dans ces maisons-là, non seulement pour être en sécurité avec leur famille et avec eux-mêmes. Aux premières heures de la transition, ce problème était inscrit dans l'agenda du gouvernement. Mais jusque-là, le constat semble être tout autre. La cité de Basseko, comme bon nombre de logements sociaux au Burkina, fait face à de nombreuses difficultés. Et cependant, cette saison hivernale, voies inaccessibles, absence d'éclairage synonyme d'insécurité sont le lot de ces locataires. Des précisions dans cet élément signé Hassan Nakrou. La cité de Basseko, inaccessible en ces périodes de pluie, une voie inondée de flaques d'eau, difficile d'y passer tant pour les motos que pour les véhicules. À cela s'ajoute le manque de lampadaires pour ces riverains, synonyme d'insécurité pour les passants nocturnes. Au sein de la cité, les habitants sont mécontents et pour cause. Les voies d'accès posent beaucoup de problèmes. Pendant la saison hivernale, beaucoup des résidents ont des problèmes pour accéder à leur maison. Pour les voies d'accès à la cité principale, c'est un peu gâté. On attend d'ici là s'ils vont venir mettre le bitume. Peut-être ça, c'est prévu dans le plan, tout ça là. Ce qui manque. Sinon, quand il pleut, en tout cas en saison pluvieuse, c'est pas facile en tout cas d'accéder dans les logements. Mais ici même, il y a eu 2 cas même d'agression tout récemment. Il y a une dame qui s'est vue retirer sa moto, pas tout récemment. Un autre jeune qui rentrait, qui s'est vu déposer de son argent. Donc si c'est le risque d'insécurité, c'est là.
Manque d'infrastructures sanitaires, manque d'écoles, absence de centres de sécurité sont entre autres les problèmes auxquels ces résidents sont confrontés. À cela s'ajoute la qualité des logements, des murs délabrés, des maisons fendillées, des installations électriques mal ficelées. Les propriétaires ne cachent pas leur dégoût. Les infrastructures sanitaires et sécuritaires n'existent pas. Et ce sont les mesures qu'on devait d'abord, les infrastructures sanitaires, sécuritaires, on devait d'abord les mettre en place avant que les habitants n'y arrivent. Mais ce qui ne fut pas le cas. Il y a beaucoup de maisons qui ont été attribuées. Aujourd'hui, on peut compter la population qui y habite parce que, à cause des infrastructures, à cause des problèmes de sécurité, de santé, les gens ne veulent pas venir. Ces logements sociaux vont de 5 500 000 à 7 500 000 selon la grille salariale et les 10 propriétaires ont jusqu'à 20 ans pour solder leur crédit. En rappel, le gouvernement de la transition s'était engagé à faire du droit au logement une réalité. C'est dans cette optique qu'il a initié de vastes programmes de construction de logements sociaux dans les centres urbains. La cité de Basseko fait partie du programme 10 000 logements sociaux et économiques du gouvernement Tiao. À côté des quartiers viabilisés, cohabitent le plus souvent des non-lotis où vivent des populations dans ces situations précaires, ce qui se caractérise par l'absence d'infrastructures sanitaires, d'écoles, de forage. À Nagré et à Yamtenga, Max Gombré s'y est rendu. Suivez son reportage. Ouagadougou est une ville en plein essor où le logement coûte de plus en plus cher. Certains préfèrent, faute de moyens, se trouver un logement dans les bidonvilles. Là-bas, ces jeunes gens disent être délaissés par le gouvernement car inaccessibilité de l'eau, insécurité et manque de centres hospitaliers sont entre autres devenus leur quotidien. Dans les quartiers Nagrin et Yamtenga, les habitants montent leur ras-le-bol par rapport à leurs souffrances. Les problèmes ici sont innombrables. Nous sommes complètement délaissés par les autorités du pays. En saison hivernale, les eaux de pluie nous fatiguent, nous n'avons pas de route ni d'eau. Nos familles sont dans le désarroi, pourtant nous soutenons les politiciens, mais depuis lors, rien. Ils ne viennent que quand ils ont besoin des voix pour les élections. Ici, nous souffrons beaucoup avec nos enfants. Les moustiques et la faim vont finir par avoir raison de nous. Qu'ils pensent à diminuer le prix du ciment pour que nos époux puissent construire des habitations solides parce que nous sommes ici il y a au moins 10 ans. Aussi, nous demandons à l'ONEA de venir mettre l'eau parce que nous remarquons une abondance de pluie, mais l'accès est compliqué et cher. Aussi, l'accès à l'école est toujours un luxe pour ces personnes du fait du prix élevé. À Nagré, nous avons payé 25 000 francs de scolarité l'année passée. Et pour cette année, nous avons versé 30 000 francs, soit 5 000 francs de plus. Il faut que le gouvernement songe à construire des écoles publiques parce que mettre les enfants dans les écoles privées nous revient très cher. Ces habitants invitent les autorités à s'intéresser à leur cas afin qu'ils puissent quitter de cette misère parce que selon eux, ils font partie intégrante de la société et leurs préoccupations ne sont pas à mettre aux oubliettes. La 14e édition du Forum international de l'AGOA African Growth Opportunity Act s'ouvre aujourd'hui 24 août à Libreville au Gabon. Le thème autour duquel vont réfléchir plus de 1000 délégués officiels en provenance de 39 pays est axé sur la pérennisation du partenariat par le commerce et l'investissement entre les États d'Afrique. Il faut rappeler que l'AGOA est un programme américain émanant d'une loi votée en mai 2000 par le Congrès sous l'égide du président Bill Clinton. Cette loi permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter plus de 5000 produits aux États-Unis sans frais de douane. La route tue, certes, mais à quoi est due la majorité des accidents mortels constatés et quelle en est la fréquence d'Oumadiegel Rodrigue? Le non-respect du code de la route par les usagers de la circulation est devenu monnaie courante dans la ville de Ouagadougou. Selon la section accident du commissariat central, l'ignorance et le civisme y seraient les causes majeures. Il y a des usagers qui ignorent le code de la route. Ils prennent la route, il suffit qu'ils ont une monture, ils ne savent pas ce que c'est que le code. Pour dire qu'ils ne sont pas allés à l'école pour apprendre le code, n'ont pas le permis.
Il y a ceux-là qui connaissent le code, mais qui refusent de le respecter. Il y a aussi ce que vous et moi, nous avons vécu dans un certain temps, ce qu'on appelle l'incivisme. On se fout de tout ce qui se passe. Malheureusement, cette situation entraîne des conséquences désastreuses. Bon, pour ce qui est des statistiques à notre disposition, pour le premier trimestre, nous avons enregistré 30 cas de décès contre 42 pour le deuxième trimestre. Et le mois de juillet en cours, nous avons enregistré 14 décès, ce qui nous donne un total de 86 cas de décès pour le premier semestre, en plus le mois de juillet. Les blessés enregistrés pour le premier trimestre, nous avons 1841 cas. Et pour le deuxième trimestre, nous avons 1721 cas. Pour le mois de juillet, nous avons 651 cas de blessés. Total des blessés pour les 7 premiers mois de l'année en cours s'élève à 4217 cas. Pour ces moniteurs d'auto-école, l'apprentissage du code de la route, indispensable pour tout citoyen, est un moyen efficace pour réduire le taux des accidents de la circulation. En fait, en général, tout le monde pense que non, quand on dit de passer le code de la route, c'est concernant ceux seulement qui doivent rouler en voiture. Oh pourtant, chaque être humain là, il doit passer le code de la route. Tu roules en moto, en voiture ou bien à pied, il faut connaître le code de la route parce que c'est important. Tu arrives dans un coin, il y a un panneau. Tu ne sais pas ce que veut dire le panneau. Tu franchis, on t'arrête. Tu dis non, le policier, bon, il ne t'a pas respecté, des trucs comme ça. Oh pourtant, quand tu connais le code de la route, ça t'aide, quoi, c'est important. Je prie les citoyens, ils n'ont qu'à essayer de voir, chacun va s'inscrire, même si c'est dans une école. Tu ne vas pas passer le permis, mais juste le code, connaître le code, c'est important. Un appel est donc lancé à tous pour le strict respect du code de la route et surtout la prudence au volant. Kwame Nkrumah, l'une des belles avenues de la capitale du Burkina, fait face à un sérieux problème que les habitués de l'avenue ont dû remarquer. Ce souci est relatif au manque de parking. Ibrahim Songo. 11h ce lundi 24 août 2015 sur l'avenue Kwame Nkrumah. Même si le trafic semble fluide à cette heure, les riverains vivent tout de même les difficultés propres à cette avenue. Le parking, en effet, constitue un problème et pas des moindres pour les usagers et les riverains de cette voie. Nicole est employée dans cette cave située aux abords de l'avenue Kwame Nkrumah. Chaque soir, ces locaux accueillent des dizaines de clients, ce qui crée du coup des difficultés dans le trafic. C'est du reste ce qu'elle nous confie. Quelquefois, c'est un peu problématique parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici pour se garer, mais quelquefois, c'est la débandade. Quelquefois, on est pressé. Alors on stoppe vite devant la boutique et on rentre dans la boutique. Et c'est une rue ici passagère et c'est vraiment pas possible de se garer. Et ça, je pense que le client n'a pas compris ou je pense qu'il est un peu flemmard et qu'il est toujours pressé. C'est vrai, on est toujours pressé ici, mais bon, ça c'est quelque chose à remédier très fort. Évidemment, le constat à certains endroits est sans équivoque. Le propriétaire de ce véhicule a abandonné sa monture en pleine route pour d'autres courses. D'autres, par contre, prennent le soin de ranger leur véhicule au parking. Faute de ce parqueur, tout est mis en œuvre à son niveau pour éviter tout encombrement de la voie. Non, ils ne sont pas. Quand ils garent, je vous ai fait pousser un peu, laissez la voie en liberté. Voilà. Non, je soulève la main dans la rue. Quand l'autre qui sont gentils, il s'arrête. Et puis mon client il passe. L'autre qui ne sont pas gentils, ils ne s'arrêtent pas. Bon, j'ai dit à mon client d'attendre d'abord quand la route serait librement. Au regard donc des difficultés qu'ils connaissent, les riverains espèrent que des parkings soient aménagés par l'autorité municipale aux alentours afin de libérer les chaussées.
Sport à présent, les étalons locaux étaient hier 23 août au stade Sénikounché de Niamey pour le match amical retour contre le Niger. Et c'est par un score de 2 buts partout que les deux formations se sont quittées. Ce sont Franck Pa et Mohamed Silla qui ont marqué les 2 buts burkinabés. Rappelons que ces rencontres entrent dans le cadre de la préparation du premier tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations qui doit se jouer au Rwanda en 2017. Les poulains de Drissa Saboteur se rendront au Kosovo pour la suite de la préparation. Ailleurs en Afrique, Toukour Bourataï, chef de l'armée du Nigeria, a échappé à une embuscade des éléments de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Une attaque qui est intervenue à la veille de l'arrivée de Ban Ki-moon à Abuja aux fins de commémorer la meurtrière attaque de Boko Haram au siège de l'ONU en 2011 qui avait fait 21 morts. Nous recevons à présent sur ce plateau Sodiomo. Bienvenue Sirima, qui est chercheur au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Bonjour et bienvenue sur ce plateau du 13h. Bonjour madame. Alors docteur, où en sommes-nous avec la recherche sur le paludisme au Burkina? Merci. Je crois que la recherche dans le domaine du paludisme, je crois que c'est une activité qui est en cours depuis bientôt 3 décennies. Donc il y a 3 grands aspects. Je pense que vous avez la recherche pour les moyens, tournant autour des moyens de contrôle. Dans les moyens de contrôle, donc, vous avez la prévention. Et la prévention, encore, il faut la subdiviser en 2. La prévention avec les médicaments, la prévention avec les vaccins ou les autres outils. Donc, pour ce qui est donc, de la prévention avec, se basant sur les médicaments, donc, la nouvelle stratégie pour laquelle le Burkina a activement contribué, a été donc de mettre en place cette stratégie appelée chimioprévention saisonnière qui consiste actuellement donc à donner un traitement curatif complet 1 fois par mois, par mois et 3 fois durant la saison pluvieuse. 3 à 4 fois durant la saison pluvieuse aux enfants de 0 à 5 ans, ce qui permet donc de prévenir le paludisme très rapidement. Pour ce qui est donc de la prévention basée sur les autres outils, notamment les moustiquaires, actuellement nous avons donc une série d'activités de recherche qui continue. Celle qui est actuellement au niveau donc en déploiement au niveau de nos différentes formations sanitaires et de nos différentes structures de santé, c'est essentiellement donc les moustiquaires imprégnés, où depuis les années 93, donc nos différentes institutions et centres de recherche ont activement contribué. Nous sommes actuellement toujours dans la recherche dans ce domaine. Vous savez que les moustiques sont de plus en plus résistants aux insecticides qui sont utilisés pour traiter les moustiquaires. Donc nous avons par exemple un programme de recherche qui est entrepris depuis 2 ans. On aura les résultats préliminaires en fin septembre, qui consiste à passer aux moustiquaires qu'on va appeler les moustiquaires duo. Moustiquaires duo, c'est-à-dire c'est une association, on associe l'insecticide à une autre substance qu'on appelle hormone, qui permet, cette hormone, si donc le moustique a un contact avec la moustiquaire et n'est pas tué, cette hormone va stériliser le moustique. Ce qui fera que le moustique donc, qui n'est pas mort au contact de la moustiquaire ne pourra plus continuer à se reproduire. Et donc on espère qu'avec cette approche, on va d'abord réduire la résistance, parce que la résistance des moustiques c'est quoi? C'est des moustiques qui ont eu contact avec les insecticides, qui ne sont pas morts, qui au cours de leur reproduction transmettent ce gène de résistance à leur descendance. Donc si ces moustiques qui vont donc avoir contact avec les moustiquaires ne meurent pas, donc ces hormones vont les stériliser, ils ne pourront pas donc transmettre la résistance à leur descendance. Et aussi, puisqu'ils ne vont pas pouvoir se reproduire, le nombre de moustiques va aller en décroissant. Ce qui va contribuer à leur éradication. Probablement à leur éradication, oui. D'accord. Avant de revenir sur ce nouveau concept de moustiquaire duo, quelles sont les difficultés de la recherche au niveau du paludisme au Burkina? Les difficultés majeures que vous rencontrez sur le terrain? Ok, bon, d'abord les difficultés majeures, c'est d'abord les ressources. Vous savez que la recherche, le niveau de recherche, c'est pas un niveau, le standard doit être un standard international. Ce qui veut dire que ce que nous faisons comme activité de recherche, ça doit être exactement les mêmes activités. En tout cas, en termes de qualité, ça doit être la même qualité que ce qui se conduit partout dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il nous faut avoir des équipements à la hauteur de ce qu'on peut trouver partout dans le monde.
Il nous faut avoir du personnel formé avec un niveau identique à ce qu'on trouvera partout sur la planète. Donc ça, vous pouvez imaginer déjà pour un pays je ne dirais pas en développement, mais pour un pays à ressources limitées, ce que cela peut poser comme difficulté. Alors, qu'en est-il de la vulgarisation de vos recherches? Il faut dire que c'est 2 étapes. Nous, en tant que centre de recherche, et je parle aussi au nom des autres centres de recherche, notre rôle, c'est beaucoup plus de mettre au point des stratégies ou de les adapter. Et dès que ces stratégies sont mises au point, nous les transférons donc aux autorités, aux décideurs qui décident s'il faut aller à large échelle. Et s'il faut aller à large échelle, ça veut dire qu'il faut trouver les ressources pour aller à large échelle. Et la vulgarisation est surtout assurée par le programme national de lutte contre le paludisme. D'accord. Parlant de cet aspect, on va revenir sur la récente découverte, à savoir un nouveau vaccin qui a été trouvé pour aider à lutter contre le paludisme, à savoir le Mosquirix. Qu'en est-il de son application, disons de sa probable application au Burkina? Merci de me donner donc l'occasion de parler de ce vaccin. Je crois que j'ai suivi la presse qui en a largement fait écho. Effectivement, donc, le vaccin, l'un des premiers vaccins destiné à combattre les maladies parasitaires, c'est ce vaccin qu'on appelle Mosquirix. C'est un vaccin, c'est en fait, vous entendez parler des RTSS. Ça, c'était donc, j'allais dire, le nom de spécialité. Mosquirix, c'est le nom de spécialité de ce qui était appelé RTSS. C'est donc un vaccin. Pour le moment, il n'est pas encore un vaccin, je dois vous dire. Donc, ce candidat donc, a fait l'objet d'un certain nombre d'essais dans plusieurs sites. Il y a eu 11 sites en Afrique, dont un des sites burkinabés, le site de Nanoro, et je salue en passant l'implication de ses collègues. Et les résultats ont été des résultats relativement satisfaisants. Je dis satisfaisants à la limite. Parce qu'il y a de cela une étude faite par nos collègues aussi qui ont démontré que ce vaccin n'est efficace qu'à 30 voire à 50%. Est-ce un vaccin réellement qui aura un impact réel sur la lutte contre le paludisme ou simplement c'est un de ces multiples trouvailles, si on peut le dire? Non, je pense que ce ne sera pas une de ces multiples trouvailles. Bon, c'est comme je le disais, ce vaccin, c'est donc, si je dois paraphraser un astronaute, je dirais c'est un pas de géant pour la science, peut-être un grand pas pour la santé publique, mais certainement à l'échelon individuel un petit pas. Je m'explique. C'est un grand pas pour la science en ce sens que c'est le premier vaccin contre les maladies parasitaires, contre une maladie parasitaire. Vous savez que les microbes qui causent les maladies chez l'homme, on peut les subdiviser grosso modo en 3 types. Vous avez donc les bactéries, les virus et les parasites. Et très tôt, donc, l'homme a su mettre au point donc, des vaccins contre les bactéries. Donc, c'est là, les méningites, par exemple, c'est une maladie bactérienne, vous avez des vaccins. Les virus, vous prenez par exemple la rougeole, c'est une maladie virale, il y a un vaccin. Mais les parasites, l'homme n'a jamais pu mettre au point un vaccin. Les parasites, vous avez la dysenterie, vous avez les bilharzioses, ainsi de suite, même la leishmaniose qu'on appelle communément Wara 2000, il n'y a pas de vaccin. Donc le paludisme fait partie de ces groupes de microbes. Le microbe du paludisme fait partie de ces groupes de microbes et on n'a jamais pu mettre au point un vaccin contre ces groupes de microbes. Et le vaccin dont on venait de parler tantôt, le candidat vaccin, je dois l'appeler toujours candidat parce qu'il n'est pas encore commercialisé, a été donc le premier à être mis au point. Donc ça, c'est la grande avancée pour la science. Naturellement, pour la santé publique, ça peut être une relative avancée. En ce sens que, comme vous venez de le dire, c'est environ, en moyenne 30% de protection. Ce qui veut dire que si vous vaccinez 10 personnes, il y a 3 personnes qui ne feront pas le paludisme. Mais dans le sens de la santé publique, c'est une grosse avancée quand on prend un pays comme le Burkina, où nous avons environ donc, 8 millions d'épisodes par an, c'est-à-dire 8 millions de fois qu'on fait les uns et les autres font le paludisme par an. Avec un taux de décès qui varie entre 1,1 et 1%. Voilà. Mais pour le nombre d'épisodes, c'est 8 millions. Donc on pense que si on déployait ce vaccin et on arrivait à vacciner toute la population, sur les 8 millions d'épisodes, on pourra réduire 30%. Donc vous voyez que ça fait une grosse réduction. Mais à l'échelon individuel, comme je le disais tantôt, ce n'est que
sur 10 personnes, c'est 3 personnes. Et comme on ne sait pas qui des 3 personnes ne fera pas le paludisme, ça veut dire que les autres doivent rester toujours en situation d'alerte et garder les mesures de contrôle. Donc voilà un peu ce que je pense. Ce qui veut dire que pour le moment, c'est pas tout à fait, je reviens sur la question, c'est pas tout à fait un vaccin, en ce sens que le dossier a été approuvé par l'Agence européenne du médicament, appelée EMR, qui a donné un avis scientifique favorable en disant donc que le risque inférieur, donc, le bénéfice est supérieur au risque. Vous savez que lorsqu'on administre un corps étranger dans l'organisme, on prend un risque. Et maintenant, quel est le bénéfice à recevoir ce corps étranger? Donc quand on fait le rapport bénéfice-risque, on pense que l'EMA dit que le bénéfice-risque est assez favorable. Donc eux, ils doivent donner un avis favorable. Mais il reste pour que ça soit un vaccin approuvé, que le dossier qui, je crois, qui doit être va bientôt être revu par l'OMS. Si l'OMS revoit le dossier et l'approuve, il donnera donc des indications dans quelles conditions ou dans quel pays ce type de vaccin peut être déployé. Et en ce temps, il arrivera dans les pharmacies. D'accord. Monsieur Sirima, ce nouveau vaccin relance un autre débat présentement sur la scène, à savoir le fait que l'on pense que l'Afrique voit le continent et le Burkina est un terrain d'expérimentation pour les vaccins avant qu'ils ne rentrent en vigueur. Alors, quel est votre avis sur cette question? Ben non, comme je vous disais, c'est une grosse avancée pour la science, en ce sens que l'expérience acquise dans la démarche pour arriver à ces 30%, même si c'est non satisfaisant, j'insiste que c'est non satisfaisant en ce sens que des vaccins tels que le vaccin de choléra étaient efficaces à 50%, et je crois qu'il a presque été retiré du marché. Mais comme là, c'est un exploit scientifique, c'est pourquoi on en parle. Donc l'expérience acquise dans la démarche vers ce vaccin pourra être une démarche qui sera utilisée pour les essais sur les vaccins, pour développer des vaccins de seconde génération qu'on espère pouvoir être plus protecteurs. Et à l'heure où je vous parle, il y a un certain nombre d'essais qui sont en cours dans notre pays même, pour voir dans quelle mesure on peut contribuer à développer un vaccin beaucoup plus efficace. Conviendrez avec moi que 30%, ce n'est pas assez satisfaisant. D'accord. Une autre question, c'est la sensibilisation que l'on fait pour les populations en cette période hivernale. On sait que le taux d'infection au paludisme est assez élevé. Alors, quelles sont les précautions que les populations devraient prendre? Bon, les précautions, c'est généralement les précautions d'ordre général qu'on donne chaque année. La première proposition que je ferai, c'est certainement d'assainir le milieu, puisque c'est une maladie transmise par la piqûre du moustique. Si on n'a pas de moustique, ça veut dire qu'on n'a pas de paludisme. Donc, et les moustiques se reproduisent donc dans les eaux, je ne dirais pas ça, en tout cas dans les flaques d'eau qu'on trouve tout autour des maisons, les retenues d'eau, les barrages, les bordures des barrages, c'est d'assainir ces milieux. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, c'est donc d'éviter la piqûre du moustique en dormant soit sous une moustiquaire imprégnée, en couvrant ses ouvertures de grilles ou en utilisant donc des insecticides moustiques-fuges. Ou maintenant, pour ceux qui n'auront pas pris ces précautions, il y a donc ce dont je parlais tantôt pour les enfants où le traitement intermittent peut être proposé en traitant systématiquement les enfants de moins de 5 ans 3 fois durant la saison de pluie. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Merci, M. Sirima. Je vous en prie, merci et merci de l'occasion qui m'a été donnée. Merci à vous. Merci. C'est tout pour cet entretien avec Sodiomo Bienvenu Sirima, qui est chercheur. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. Juste vous rappeler que souvent l'on aime dire des chercheurs qui cherchent, on en cherche, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche toujours. Mais cette fois-ci, on a quand même trouvé un moyen de lutter efficacement ou a priori contre le virus du paludisme. C'est tout pour ce journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Gorom Gorom et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Botoum.